Ah, c'était pas mal, hein. N'empêche, t'imagines si on avait vraiment inventé une machine à remonter le temps? Je pense qu'à l'heure actuelle, les gens seraient ravis si c'était le cas. Tu te rends compte que le budget de ce film, c'est 19 millions de dollars? Quoi? Et les deux derniers, ils ont coûté près de 80 millions de dollars. Quoi? 160 millions de dollars? Je viens de te dire 80 millions de dollars. Oui, enfin, 80 plus 80, ça fait 160 millions de dollars. Je suis pas teubée non plus. Oui, mais non, c'est pas vraiment qu'il y en a deux. Enfin, si, il y en a deux, mais c'est compliqué. T'as un peu de temps là devant toi? Oui, j'ai un peu de temps devant moi, oui. Ok, bah alors je vais t'expliquer 2-3 anecdotes si t'es d'accord. Vraiment? Je ne dis pas que tu ne connais rien, je dis juste que tu ne connais peut-être pas tout. 24 sur 2, 3e. Attention, étant donné le succès du film et le nombre de ses fans, il est plus que probable que vous trouviez d'autres vidéos à ce sujet avec certaines mêmes informations que celles citées dans cette vidéo. C'est un fait inévitable. Ceci ne retire en rien les recherches qui ont été faites pour cette vidéo afin de vous trouver un maximum de compléments d'informations ou d'informations qui n'ont pas encore été forcément dites, tout simplement. Enjoy! Revenons-en au commencement du film. L'idée du film nous vient de Bob Gale, a.k.a. vous l'aurez compris, le scénariste du film. Un été, il repart chez son père, il commence à fouiller dans les affaires de celui-ci et il retombe sur le yearbook du père. Le yearbook, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui recense tous les événements qui se sont passés durant la dernière année d'un lycée, plus le nom et les photos de tous les élèves qui y étaient. Il regarde donc le yearbook, il feuillette un peu et là, qu'est-ce qu'il voit? Que son père avait été élu président de sa promotion à l'époque. Là, Bob Gale, il commence à réfléchir au président de sa propre promotion à lui et se rend compte que le mec, il peut pas le piffer du tout. Et là, il se demande, et là, il réfléchit. Et là vient l'idée du film. Et si lui et son père avaient été dans la même école, au même moment, est-ce qu'ils auraient pu s'entendre? L'idée en tête, le scénario est écrit et montré à près d'une quarantaine de maisons de production qui le refusent. Du coup, Gale et Zemeckis ne se laissent pas démonter et vont le présenter à Spielberg parce qu'ils veulent son avis. Spielberg aime bien, il est emballé, il a envie de le faire, il est prêt. They brought it over to me and they said, nobody gets this. Maybe we're crazy. Will you read this and let us know what you think? And I read it and it was a very unusual story. Seul petit problème, Zemeckis et Gale n'ont pas envie d'être associés à Spielberg pour la réussite de leur projet. Ils ont envie de pouvoir montrer qu'ils sont légitimes, que ça vient d'eux et que c'est pas le piston de Spielberg qui les a aidés. Du coup, ils décident de ne pas impliquer Spielberg, ce qui équivaut au fait que les maisons de production du coup ne sont plus autant intéressées par leur projet. Et oui, si Spielberg est pas là, ça retire un élément positif au projet. Par conséquent, ils mettent le projet de côté pendant un moment. Zemeckis se lance sur un autre projet qui s'appelle À la poursuite du diamant vert. C'est un succès. Il se sent beaucoup plus en confiance avec lui-même, beaucoup plus légitime à l'idée de pouvoir recontacter Spielberg et lui demander si le projet l'intéresse toujours. Ce qui est le cas. Et c'est le début de Retour vers le futur numéro 1. C'est donc Universal et leur président Sitzenberg qui s'embarquent dans l'aventure. Je tenais d'ores et déjà à m'excuser de faire du mal à vos oreilles pour la mauvaise prononciation du nom et du prénom du producteur du film, qui s'appelle bien Sid Sheinberg et pas Sitzenberg. Veuillez m'excuser encore et encore et encore. Juste un petit hic. Sitzenberg, il trouve que le titre Retour vers le futur, c'est pas bien, ça va pas. Il est persuadé qu'un titre avec le mot futur dedans n'est pas accrocheur et ne fonctionnera pas. Il propose donc d'appeler le film L'homme de l'espace venu de Pluton. Inutile de dire que Zemeckis et Gale, ils ont flippé. Zemeckis a contacté Spielberg en lui disant « Écoute, c'est pas possible, faut que tu interviennes, que tu fasses quelque chose. » Spielberg est resté calme et détendu, et il a simplement dit à Sandberg qu'il trouvait que sa blague était vraiment super drôle. Sandberg a été vexé, un petit peu embarrassé par l'humiliation de Spielberg et a donc lâché l'affaire. Là par contre où il a pas lâché l'affaire, c'est par rapport au compagnon du Doc Brown. C'est-à-dire que Einstein le chien à la base n'était pas Einstein le chien, mais chien plus simple. C'est mieux, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que sur ce coup-là, il a assuré. Tout le monde le sait en général, ce n'est pas tout d'avoir un bon scénario, mais encore faut-il avoir de bons acteurs. Et le choix principal de l'équipe, c'est Michael J. Fox. Seul petit bémol, l'acteur est déjà pris sur un autre tournage, celui de la série Sacrée Famille. Are you okay? It depends.
Just how important is the heart? La production va donc voir le réalisateur de la série et essaye de négocier avec lui. Mais le réalisateur ne veut rien savoir. Michael J. Fox est déjà pris et c'est comme ça, un point c'est tout. Ok, forcé d'accepter la défaite. Après tout, le tournage de Retour vers le futur a une deadline de début de tournage et on peut pas la dépasser. Sinon, le projet est annulé. Ils sont donc obligés de trouver un autre acteur pour Marty McFly et ce sera donc Eric Stoltz qui obtiendra le rôle. L'acteur est très bien. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her complexion. Le seul petit problème, c'est que il lui manque cette petite touche un peu fun, un peu voilà, qui fait ressortir le côté humoristique du scénario. Le réal et le scénariste sont sûrs et certains. Il faut absolument Michael J. Fox, c'est la seule possibilité. Il retourne donc voir le réalisateur de Sacrée Famille et le supplie de au moins accepter de donner le scénario pour que l'acteur puisse le lire. Il accepte, donne le scénario, Michael le lit, il adore, il est emballé, il veut bien participer. Le réalisateur de Sacrée Famille accepte à une seule et unique condition. C'est à Retour vers le futur de s'accommoder aux horaires de Sacrée Famille et pas le contraire. Michael J. Fox fait donc des journées complètement folles. De 10h du matin à 17h, il est sur le tournage de Sacrée Famille, et puis à 18h, il part sur le tournage de Retour vers le futur et il y travaille jusqu'à 4 voire 5h du matin. Ensuite, il rentre chez lui, il prend sa douche, il dort, il fait ce qu'il veut, et puis il retourne bim à 10h du matin sur Sacrée Famille. Bon, pour en revenir 2 minutes sur le point Eric Stoltz, il y a une info que je vous ai pas donnée. Il est possible aussi que le fait qu'il s'entende pas tellement avec l'équipe ait probablement joué sur le fait qu'il ait été viré aussi. Comme je vous l'ai dit, c'était un acteur très impliqué dans son travail. Tellement impliqué qu'il demandait à ce qu'on l'appelle Marty McFly, même en dehors des heures de tournage. À titre d'exemple, il ne répondait jamais quand on l'appelait par son vrai prénom sur le plateau. À tel point que quand on a appris à sa co-star, l'acteur qui jouait le Doc Brown, qu'Eric Stoltz avait été viré, il a répondu « C'est qui Eric ?»« Ah, lui ! Mais j'ai toujours cru qu'il s'appelait vraiment Marty, le mec !» En ce qui concerne le doc que l'on connaît, Christopher Lloyd, c'est bien lui qui avait été approché en premier lieu. Sauf que malheureusement, il avait refusé le projet. Ça ne l'intéressait pas, lui ce qu'il voulait faire c'était du théâtre. Il faudrait que ce soit un ami à lui qui lui rappelle que le secteur dans lequel il a décidé de travailler n'est pas un secteur assuré et que refuser un travail, c'est pas toujours une bonne idée. Christopher Lloyd acceptera donc de lire le scénario et puis de rencontrer Zemeckis. Et la suite vous la connaissez. La sortie du film est un succès incontestable. Le succès que vous lui connaissez d'ailleurs toujours à l'heure actuelle. Ni une ni deux, la boîte de production vient voir Zemeckis et Gale et leur dit « Ok les gars, c'est super, on a adoré, il en faut un deuxième absolument. » Ce qui n'était pas prévu au programme à la base. Gale donc se remet au travail et écrit un deuxième film. Gale va montrer le scénario à Zemeckis qui lui dit « Ouais, c'est sympa, il y a de l'idée. Mais on pourrait faire un truc bien plus original, un truc bien plus dingue. On pourrait faire un truc qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. On pourrait revenir dans le film, mais le voir d'un autre point de vue. » Gale est emballé et il réécrit son scénario. L'idée du Far West par contre était toujours dans sa tête depuis le début et est restée jusqu'à la fin. Mais du coup, le scénario devenait hyper long. Tellement long qu'ils ont dû scinder le film en deux. La production était d'accord, mais leur a dit les gars, moi je veux bien, mais il faut respecter le budget. C'est à ce moment-là que l'histoire du film devient complètement folle. Zemeckis commence donc le tournage du deuxième opus et enchaîne avec le troisième. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais une journée type ça ressemblait à ça. Il finit sa journée de tournage sur le troisième opus, il prend l'avion, il part rejoindre Gale qui est en train de superviser la post-production du deuxième. Ils font leurs modifications, ils travaillent dessus jusqu'au milieu de la nuit, ils repartent le lendemain matin en avion jusque sur le plateau du tournage du troisième et ainsi de suite tous les jours. Le truc de malade. Ils ont quand même réussi à produire 2 films en parallèle en gardant une même équipe technique impliquée et focus pendant près de 11 mois les gars. 11 mois. Pour la bande originale du film, c'est Huey Lewis and the News qui ont été approchés. Huey Lewis était hyper flatté mais leur a dit écoutez les gars, vraiment c'est super sympa mais j'ai jamais composé pour un film et je suis pas à l'aise avec ça. Du coup qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il leur a simplement donné la dernière chanson qu'il avait composée. Il a donc pas lu l'entièreté du script puisqu'il n'a pas composé spécialement pour le film. Il a peut-être pas lu l'entièreté du script mais en tout cas il y a une scène qu'il a lue. Non? Vraiment? Vous voyez toujours pas? C'est effectivement lui que vous voyez bien gentiment recaler Marty McFly pendant son audition. Audition pendant laquelle justement il joue la bande-annonce du film.
Toujours dans une note musicale, durant cette scène où on voit Marty McFly chanter Johnny B. Goode, ce n'est pas lui qui chante Johnny B. Goode. Alors là vous allez me dire, incroyable, elle est phénoménale cette nouvelle. Attendez jusqu'au bout, ce n'est donc pas lui qui chante, mais Mark Campbell. Jusque là, rien d'anormal. Sauf que Mark Campbell il s'est rendu compte qu'il n'était pas crédité au générique. Et là on n'est pas d'accord, on veut bien travailler, mais on veut être crédité. Pour ne pas avoir de problème, la production lui a dit, écoute, on va pas te créditer pour ça, mais par contre on va te donner un petit pourcentage sur la bande originale du film. Et je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le mec est hyper talentueux, mais entre ce qu'il a fait et le pourcentage de la bande-annonce du film, je pense qu'il y a gagné au change quand même. Pas mal de répliques du film comportaient le nom du président de l'époque, Ronald Reagan. Il aura donc fallu que ce soit la Maison Blanche qui approuve chaque ligne qui comportait ce nom avant qu'elle soit mise dans le film. Ronald Reagan par contre a beaucoup de goût et d'humour parce qu'il a adoré le film en le voyant, à tel point qu'il s'est même servi de l'une des répliques du film dans son propre discours à lui. As they said in the film Back to the Future. Roads? Where we're going, we don't need roads. Where we're going, we don't need roads. Figurez-vous que Retour vers le futur a été interdit en Chine parce que le concept de voyage dans le temps était vu comme un portrait irrespectueux de l'histoire. Voilà, tout le monde s'en fout, mais au moins ça a été dit. Rien n'est laissé au hasard dans le film, puisque le prénom du Dr. Brown, Emmett, vient en fait du mot time, parce que time, à l'envers, ça fait Emmett, et donc Emmett. Oui, je suis assez fière de celle-là. Last but not least, la voiture n'est pas unique puisqu'elle avait 3 modèles différents sur le tournage. Il y avait la voiture dite Hero, qui est la voiture qui comportait toutes les décorations dessus, tous les petits détails, les précisions, tout ça. Elle était utilisée pour toutes les scènes où on voit clairement la voiture. Ensuite, il y avait la deuxième qui comportait un petit peu moins de précision, un petit peu moins de détails, mais qui servait uniquement aux cascades, aux scènes de tournage, etc. Ensuite, il y avait la troisième qui était juste un processus de voiture et qui servait à tourner les scènes à l'intérieur de la voiture et à la place de Marty McFly. C'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura quand même appris certaines choses. Et puis restez connectés parce qu'on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Allez, coupez!